Bonjour tout le monde. Tout d'abord, je tiens à remercier tous les membres du comité de l'AMCAR de m'avoir associé à ces cinquième journée régionale de l'AMCAR à Fès. C'est un réel plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Et donc, sans trop tarder, le topo d'aujourd'hui va parler du temps de l'AVC et le sujet jeune. Donc, pour cela, nous allons tout d'abord commencer par une petite introduction. Donc, quand on parle de l'AVC du sujet jeune, c'est quoi? C'est en fait un AVC qui va survenir chez un sujet de moins de 50 ans. Il y a certains papiers qui parlent d'un cut-off de 55 ans, mais de façon générale, c'est un sujet de moins de 50 ans. Il représente 10 à 14% des AVC. Son incidence est en nette augmentation. Et il faut savoir que l'AVC, de façon générale, représente la deuxième cause de mortalité dans le monde. Et il va être responsable d'une morbidité importante avec un handicap physique, cognitif, voire même des épilepsies post-AVC. Et puis, les femmes, malheureusement, sont touchées plus que les hommes. Donc, elles représentent 44% de plus d'atteintes que les hommes. Et ici, vous pouvez voir que l'incidence de l'AVC du sujet jeune aux USA est passée de 17 pour 100 000 habitants à 24 pour 100 000 habitants en 2015. Donc, pour ce qui est des facteurs de risque de l'AVC, ce qui est particulier chez le sujet jeune, c'est que nous allons avoir les facteurs de risque traditionnels type hypertension artérielle, hypercholestérolémie, le tabac, l'obésité ou encore le diabète. Mais nous avons des facteurs de risque qui sont particuliers, qu'on va retrouver beaucoup plus chez le sujet jeune, à type de migraine. Il y a aussi la grossesse, le postpartum, la contraception œstroprogestative, la consommation de drogues illicites et les états d'hypercoagulabilité. Donc, concernant la migraine, il y a plusieurs papiers qui ont justement fait euh, cette association entre AVC et migraine. Donc, la migraine va augmenter le risque d'AVC ischémique et hémorragique, et c'est surtout les migraines avec aura. Donc, il faut savoir aussi que ce risque d'AVC avec migraine va être multiplié par 3 lorsque le patient est tabagique. Il va toucher beaucoup plus de femmes que d'hommes. Et puis, il y a une association qui a été montrée dans la littérature entre les migraines et le foramen ovale perméable et la survenue d'AVC. Il faut savoir aussi que le risque est majoré avec la contraception orale. Et puis, la relation entre migraine et AVC est en fait une relation qui est assez complexe entre cause et effet. Donc, les migraines ischémiques représentent en fait les AVC qui vont survenir au cours d'une crise de migraine. Et puis, il y a les AVC qui vont survenir en intercritique. Il y a aussi une composante génétique. Et puis, il y a surtout les thérapies spécifiques type ergot de seigle ou triptan qui vont justement majorer ce risque d'AVC par la vasoconstriction qu'ils vont entraîner. Ensuite, il y a tout ce qui est grossesse et postpartum. Le risque d'AVC est multiplié par 3 dans cette catégorie de patientes. L'incidence est de 30 pour 100 000 grossesses et c'est surtout en postpartum et dans les 6 premières semaines postpartum qu'il faut rester vigilant. Il y a différents mécanismes qui peuvent expliquer cet AVC durant la grossesse ou dans le postpartum. Il y a la dissection de l'artère cérébrale, il y a les thromboses veineuses, on retrouve aussi les états d'hypercoagulabilité primaire en relation justement avec la grossesse. Et puis, il y a le syndrome de vasoconstriction cérébrale réversible qui est fait de céphalées sévères avec une vasoconstriction segmentaire des artères cérébrales et qui peut être réversible en 1 à 3 mois. Mais il faut savoir que les AVC qui sont liés à la grossesse ou au postpartum sont beaucoup plus des AVC hémorragiques que des AVC ischémiques. Et puis, parmi les causes particulières, il y a aussi la consommation de drogue. Donc, il y a plusieurs papiers qui ont parlé de AVC et utilisation de drogue illicite.
Pour ce qui est du cannabis, à titre d'exemple, il va donner beaucoup de spasmes, donc ça donne des spasmes coronariens, mais également des spasmes au niveau cérébral. Les opiates, et en chef de file, on retrouve l'héroïne, va donner surtout des AVC ischémiques, mais ça peut aussi entraîner des AVC par mécanisme de migration d'embole ou de végétation suite à une endocardite. Et puis, il y a la consommation de cocaïne, et surtout dans les 24 premières heures après la consommation de cocaïne, différentes formes de cocaïne, mais particulièrement le crack. Ça va donner des crises hypertensives, ça peut donner de l'agrégation plaquettaire, une vasoconstriction ou même des VAV. Et puis, il y a les amphétamines qui, quant à elles, vont donner et les AVC ischémiques et des AVC hémorragiques par des mécanismes de vascularite chronique ou par des mécanismes cardio-emboliques. Donc, pour ce qui est des mécanismes, donc justement, lorsqu'on a parlé de ces facteurs de risque, on devine un petit peu les différents mécanismes. Donc, il y a une large panoplie de mécanismes. Pour ce qui est de l'athérosclérose, elle va représenter un tiers des AVC ischémiques du sujet jeune, mais c'est surtout le sujet jeune au-delà de l'âge de 35 ans. Ensuite, il y a le foramen ovale perméable qui va représenter 45% des AVC cryptogéniques, c'est-à-dire des AVC où la cause n'a pas été déterminée. Et puis, il y a le mécanisme de thrombose artérielle et ça reste quand même le mécanisme le plus prédominant dans les AVC ischémiques du sujet jeune. Il y a également les thromboses veineuses, les causes cardio-emboliques qui représentent 12% des AVC du sujet jeune. Et puis, il y a la dissection qui représente la première cause d'AVC avant l'âge de 45 ans. Ici, nous avons le tableau selon la classification d'Ascot qui nous montre un petit peu les différentes étiologies des AVC selon l'âge. Et donc ici, ils avaient divisé les tranches d'âge en deux catégories. La catégorie entre 16 et 44 ans et puis la catégorie entre 45 et 54 ans. On voit que l'athérosclérose, elle va prédominer beaucoup plus à un âge plus tardif. Et puis, il y a la dissection qui, quant à elle, est prédominante avant 45 ans. Quant au bilan, donc on vient au sujet principal de notre présentation d'aujourd'hui. Le bilan va commencer tout d'abord par une anamnèse qui doit être vraiment détaillée. Pour rechercher systématiquement la notion de cervicalgie ou de céphalée qui vont avoir lieu avant la survenue de l'ischémie cérébrale, on va aussi rechercher la survenue d'acouphènes pulsatiles ou d'otalgie chez le patient. Il faut demander s'il y a eu prise de toxiques. Il y a eu un traitement récent comprenant des substances vasoconstrictives, surtout les antimégraineux, les ocytociques, ou encore les vasoconstricteurs autres. Et puis la prise de contraceptifs oraux. Bien sûr, il faut aussi voir s'il y a des antécédents de migraine chez le patient en question. On a vu pourquoi. Et puis, les antécédents ou les affections en cours qui peuvent orienter, par exemple, vers une maladie systémique type rage cutanée, arthralgie, photosensibilité, atteinte pulmonaire ou autre. Et bien sûr, pour la femme, on va aussi rechercher les antécédents de fausses couches à répétition qui vont nous faire plus penser au syndrome des anticorps antiphospholipides, les antécédents familiaux de migraine, l'AVC, la dépression ou encore la démence. Et puis, suite à cette anamnèse, il faut faire un examen clinique qui doit être assez global, mais il faut aussi faire un examen cutané qui doit être complet. À titre d'exemple, lorsqu'on va retrouver une élasticité cutanée ou ligamentaire qui est majorée, on va penser au syndrome d'Ehlers-Danlos. Lorsqu'on va retrouver l'aspect de livedo-racemosa, on va penser à la maladie de Sneddon. Et puis, lorsqu'on aura des angiokératomes cutanés, on va penser à la maladie de Fabry. Et toutes ces pathologies-là peuvent être associées à un risque accru de survenue d'accidents vasculaires ischémiques. Ensuite, il y a certains indices cliniques qui vont nous orienter vers l'étiologie de cet AVC. Donc, lorsqu'on a des céphalées en coups de tonnerre qui sont récurrentes, qui vont durer entre 1 et 3 heures, avec ou sans signe neurologique, avec une HTA mal contrôlée, on va penser au syndrome de vasoconstriction cérébrale réversible. Lorsqu'on a par contre des otalgies ou des acouphènes avec un rash cutané,
de la fièvre, une altération de l'état général ou une perte de poids, avec une atteinte multiple des autres organes, là, à ce moment-là, on va penser plus à une vascularite. Lorsqu'on a par contre des céphalées en coup de tonnerre avec un terrain d'hypercoagulabilité, une maladie cœliaque par exemple, la grossesse, le postpartum ou la contraception, on va penser à la thrombose veineuse cérébrale. Et puis lorsqu'on a des céphalées avec des douleurs cervicales persistantes ou alors la survenue d'un AVC dans un contexte post-traumatique ou lorsqu'il y a un mouvement brusque du cou, ou même lors des manœuvres de chiropraxie avec un syndrome de Claude Bernard Horner qui peut être douloureux, à ce moment-là, on va penser beaucoup plus à la dissection. Donc, toujours dans la continuité de ce bilan, on va dire qu'il est clinique. On va faire aussi un fond d'œil à la recherche de rétinopathie hypertensive qui va peut-être nous faire penser à une HTA qui n'était même pas diagnostiquée chez ce sujet jeune. Il faut aussi voir s'il n'y a pas des ischémies rétiniennes multiples dans le cadre, par exemple, du syndrome de Sussa qui, en fait, représente une microangiopathie rétino-cochléo-cérébrale. Donc, il y a une atteinte des 3 organes. Et puis, les épithéliopathies en plaques qui représentent en fait le syndrome des taches blanches que vous pouvez voir sur le fond d'œil. Concernant l'imagerie, donc la première chose à faire, c'est une imagerie cérébrale. Au mieux, on va réaliser une IRM cérébrale avec une angio-IRM ou à défaut la TDM. Et donc, ce qui va être en faveur d'une source cardio-embolique à l'IRM, c'est la localisation corticale et sous-corticale que vous pouvez voir sur les images en bas à droite. Lorsqu'on a plusieurs territoires artériels qui sont touchés, lorsqu'on a un AVC de grande taille, comme vous pouvez voir sur l'image en haut à droite, ou lorsqu'on a des lésions sur des artères saines, donc ce ne sont pas des artères avec de l'athérosclérose sous-jacente. Ça, ce sont des éléments qui sont en faveur justement de la source cardio-embolique. Ici, nous avons la classification TOAST qui va justement nous parler de ces sources cardio-emboliques et elle va les classer selon le risque. Il y a des sources cardio-emboliques majeures avec plus de 2% de risque annuel d'infarcissement. Et puis, il y a les sources cardio-emboliques mineures avec un risque qui est moins de 2%. Donc, pour les sources majeures, il y a surtout la fibrillation atriale ou le flotteur, les prothèses mécaniques ou biologiques, un infarctus du myocarde qui est récent, le myxome, le fibroélastome ou autres tumeurs cardiaques. Il y a les endocardites, il y a les cardiomyopathies dilatées et puis il y a les insuffisances cardiaques symptomatiques congestives avec une fraction d'éjection qui est moins de 30%. Et puis il y a aussi les maladies rhumatismales, surtout mitrales ou aortiques. Pour ce qui est des causes de sources cardio-emboliques mineures, nous allons retrouver le foramen ovale perméable avec les anévrismes du septum interatrial. Et puis, il y a également la présence de contraste spontané, la calcification de l'anneau mitral ou encore le prolapsus de la valve mitrale. Mais cette entité reste quand même assez controversée dans les papiers par rapport à la survenue d'AVC dans ce cas. Donc, toujours pour l'imagerie, lorsqu'on va réaliser l'IRM cérébrale, il faut aussi faire une séquence T1-FATSAT, c'est-à-dire avec saturation de la graisse qui va nous permettre de mettre en évidence les dissections. Donc ici, vous allez voir que la dissection apparaît comme un hypersignal T1 qui va entourer la paroi artérielle et généralement, c'est un hypersignal en croissant. Toujours dans le cadre de l'imagerie, on va compléter cette IRM cérébrale par une angio-IRM des trains supraortiques. Donc, sur la première image, vous pouvez voir qu'il y a un défaut de signal au niveau des carotides. Donc, là, c'est aussi en faveur justement d'une origine thromboembolique. Si on ne peut pas faire l'angio-IRM des trains supraortiques, on peut faire l'angioscanner des trains supraortiques couplé à un Doppler des trains supraortiques. Et comme vous voyez ici, donc dans l'angioscanner, on voit justement cette sténose au niveau de la bifurcation
carotidienne. Et au niveau du Doppler, on a une image d'une sténose carotidienne. Pour ce qui est du reste du bilan cardiaque, on va commencer par un ECG, donc un ECG de base, qui va nous permettre de détecter la fibrillation atriale. On peut aussi avoir recours à l'Holter-ECG de 24 heures. Et si ces éléments-là ne sont pas concluants, mais qu'on garde quand même une forte suspicion de fibrillation atriale paroxystique, on peut aller vers l'Holter prolongé. Il faut savoir que l'Holter prolongé, il peut aller jusque 2 à 3 semaines. Alors, dans quelle situation on va mettre cet Holter prolongé? Chez les patients les plus âgés, en cas d'infarctus cortical, en cas de dilatation de l'oreillette gauche à l'échographie, ou lorsqu'on a de nombreuses extrasystoles supraventriculaires à l'ECG ou à l'Holter, et en cas d'augmentation du BNP ou NT-pro-BNP sérique, à ce moment-là, il y a quand même une forte suspicion de FA paroxystique qui peut aller vers cette Holter prolongée jusqu'à 3 semaines. Pour ce qui est de l'échocardiographie, donc il y a l'échocardiographie transthoracique et transœsophagienne. La première chose, bien sûr, c'est la transthoracique. Donc, elle peut retrouver plusieurs étiologies de cet AVC. On peut retrouver un myxome de l'oreillette gauche, comme vous pouvez voir sur la première image à gauche. On peut retrouver des thrombus au niveau ventriculaire dans les deux images au centre. Et puis, on peut aussi retrouver des thrombus au niveau de l'auricule. C'est la dernière image que vous voyez. C'est une image tirée d'une échographie œsophagienne. Toujours en imagerie cardiaque, on pourra aussi mettre en évidence des fibroélastomes ou encore des endocardites qui pourraient être responsables de cet AVC. Pour ce qui est du foramen ovale perméable, généralement, il est mieux étudié en échographie transœsophagienne. On peut faire l'étude en transthoracique, mais l'idéal, c'est en ETO. Donc, il faut voir ce FOP en Doppler couleur et il faut faire le test au bulle. Le test au bulle doit se faire au repos et à la manœuvre de Valsalva parce qu'il y a des foramen ovales perméables qui ne vont être révélés qu'après la manœuvre de Valsalva. Et toujours, petite note, lorsqu'on va retrouver un foramen ovale perméable associé à un AVC, il faut toujours penser à faire un Doppler veineux des membres inférieurs, justement, dans le cadre de cette embolie paradoxale. Pour ce qui est du bilan biologique, on a un bilan biologique qui est assez complet, NFS, plaquettes, la glycémie avec l'hémoglobine glyquée chez les patients qui sont diabétiques, un bilan hydroélectrolytique, un bilan de coagulation, un bilan lipidique à jeun, surtout dans le cadre de l'athérosclérose. Chez la femme, on va réaliser un bêta-HCG. On va rechercher justement les toxiques dans le sang et les urines. Et à ce moment-là, cette recherche va être discutée à une étude qui a déjà été déterminée. On peut réaliser des hémocultures ou une ponction lombaire en cas de fièvre. On peut réaliser des sérologies VIH et syphilitique. Et puis, un bilan immunologique en fonction des arguments cliniques ou biologiques d'orientation, des dédimères, un bilan de thrombophilie ou encore des anticorps antiphospholipides dans le cadre du SAPL. Donc, pour résumer un petit peu ce bilan, il faut savoir qu'il y a donc des examens à faire en première intention. Donc, en première intention, on fait IRM cérébral ou TDM à défaut. On fait une angio-IRM des trains supraortiques ou une autre exploration des trains supraortiques, un ECG, une échocardiographie transthoracique, voire même une ETO et un bilan biologique de base. Ça, c'est en première intention. Et le plus souvent, 80% des cas, on va avoir le diagnostic de cet AVC avec ce bilan de première intention. Si on n'a pas notre diagnostic, on peut faire un bilan de deuxième intention avec un Holter-ECG prolongé, surtout lorsqu'on suspecte une FA paroxystique. On peut faire une ETO si elle n'a pas été réalisée dans le bilan de première intention. On peut aussi faire un bilan biologique qui va être orienté en fonction de la suspicion clinique, par exemple un bilan immunologique, un bilan de thrombophilie, etc. Et puis, on peut aussi avoir recours au dosage des substances illicites. Donc voilà, en conclusion, l'AVC du sujet jeune est en fait une entité qui est particulière, elle est un peu différente de l'AVC du sujet âgé de par le fait qu'il y a certains mécanismes qui sont propres au sujet jeune.
L'incidence de l'AVC du sujet jeune est en nette augmentation. Il y a une prédominance des mécanismes thromboemboliques et de la dissection chez les sujets les plus jeunes. Il y a une prédominance de l'athérosclérose, mais au-delà de l'âge de 35 ans. Et le bilan doit reposer sur un faisceau d'arguments cliniques, biologiques et radiologiques, avec une place importante des investigations cardiaques, échographiques et rythmiques. Et je vous remercie. Attention. Dans la salle. Merci Mara pour cette excellente présentation. Moi, j'avais une petite question. Vu le coût quand même de tous ces examens, on est souvent assez limité. Donc, je me pose la question toujours à la nécessité de faire un test au bulles à l'échographie simplement. Est-ce qu'il est aussi validé seulement à l'écho et sans passer par le TO? Et peut-être je m'éloigne un petit peu du bilan étiologique, mais je me dis, est-ce que quand on trouve rien du tout, faut-il vraiment garder aspirine et statine chez ces patients-là? On peut faire le test à l'échographie classique. Maintenant, ce n'est pas aussi fiable qu'avec il y a des équipes qui font et qui ne font pas de TO à sensibilité. Si on fait elle va aussi nous apporter d'autres informations particulières. On peut passer aussi sur le thrombus de l'auricule gauche qu'on ne va pas voir en écho transthoracique. Donc, je pense qu'il vaut mieux aller vers le TO que de s'arrêter. Maintenant, pour le traitement, c'est vrai que c'est dérangeant parce qu'on se dit on n'a rien trouvé dans ce bilan, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien. Donc, je pense qu'il faut quand même garder la thérapeutique de ces patients-là. Par exemple, on peut avoir une FA paroxysique qui n'a pas été diagnostiquée. Et dans notre contexte, très rarement, on va aller faire des haltères prolongés. Il y a comme je vous ai montré tout à l'heure, il y a des équipes qui vont jusqu'à 3 semaines de haltères en ambulatoire pour justement aller détecter cette FA. Donc, je pense que si on n'a rien, ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien. Et donc, je pense que le traitement, il reste quand même de... S'il vous plaît, dans la même ordre d'idées, chez les patients jeunes qui font un AVC, chez qui on découvre un rétrécissement mitral lâche ou moyennement serré, en rythme sinusal sur un holter de 24 heures, est-ce que en neurologie, vous les mettez sous traitement anticoagulant ou uniquement l'aspirine? Alors moi, je suis cardiologue, donc je ne sais pas ce qu'ils font en neurologie à l'équipe de neurologie chez nous. Mais en tout cas, un RM lâche, c'est vrai qu'on aurait tendance à ne pas mettre la patiente sous traitement anticoagulant de façon systématique. Et de toute façon, si on ne retrouve pas de thrombus, si on ne retrouve pas de F1, on n'est pas autorisé à mettre un traitement anticoagulant jusqu'à... Mais généralement, ces patientes-là, elles ont quand même des microthrombies qui vont se former et qui vont aller causer des AVC. Je pense que chez ce genre de patiente, ce serait utile de faire des haltères plus prolongés pour justement détecter les paroxysmes. S'il vous plaît, comme vous l'avez bien mentionné, que chez le CG jeune, en particulier à l'âge de 30 ans, souvent ce sont des sportifs. Les étiologies sont dominées par les dissections post-traumatiques ou spontanées et souvent le foramen ovale perméable, surtout s'il est associé à un anévrisme du septum interauriculaire. Je voudrais savoir, après un AVC ischémique, dans quelle situation on procède à la fermeture du FOP? Alors, pour ce qui est de la fermeture du FOP, c'est le protocole CLOSE qui avait beaucoup étudié ça. Et donc, généralement, c'est des AVC cryptogéniques. Donc, il faut d'abord faire tout un bilan pour être sûr qu'il n'y a pas d'autres étiologies
déterminé. Ensuite, il faut aller évaluer ce foramen ovale perméable et s'il est perméable, surtout s'il est sévère, donc lorsqu'on a un passage de plus de 20 bulles, 20 à 30 bulles selon les équipes, à ce moment-là, c'est quand même un foramen ovale qui a plus de risque de causer des AVC, donc il le propose pour fermeture de FOP. De la même manière aussi, il propose la fermeture de FOP chez des patients qui ont un anévrisme du septum interatrial qui est assez important avec une excursion supérieure à 10 mm. Il propose aussi la fermeture du foramen ovale perméable. Malheureusement, à Casablanca, pas encore, mais on espère qu'on va faire Si ça les dans autres l'avenir. confrères Je sais pas, en 2 ans et demi, j'ai dû en faire 3, dont 2 venaient de Fès d'ailleurs. Bon, un jeune qui a été fibrinolisé à l'hôpital et qui avait un FOP avec un anévrisme du septum. Quand tu dis FOP et anévrisme du septum, on est d'accord qui a fait un accident, Oui, oui, bien ouais, sûr, qui bien a sûr. fait un AVC. Alors, on avait participé à Close, etc. Et honnêtement, chez les sujets jeunes, on les ferme relativement facilement parce que quand vous regardez les séries de FOP dans les Bichat, Mondor, etc., où il s'en est fait beaucoup, les complications sont ce qui est exceptionnel. Elles sont inférieures à 0,5%. C'est un geste qui est devenu un geste relativement bénin. Du coup, quand les patients sont jeunes, en particulier quand ils sont sportifs, surtout s'ils ont une profession, par exemple les plongeurs, etc., on a tendance à ne pas attendre, puisqu'au départ, on attendait une récidive sous traitement médical avant de fermer le FOP. Maintenant, on a tendance à ne plus attendre qu'il soit sous traitement médical, etc. Dès qu'on a les éléments FOP ASIA ou AVC avec FOP et bulle, c'est vrai qu'on les compte, enfin, on les fait compter aux internes, mais c'est 20, 30 bulles, mais bon, on voit dès qu'il y a des bulles qui passent, on se ferme. Il n'y a pas encore une... mais c'est une technique qui est relativement simple, donc qui peut se généraliser partout. L'idéal, c'est, d'ailleurs, tout à l'heure, tu as fait un lapsus par rapport au fait qu'elle soit neurologue. L'idéal, c'est, pour fermer des FOP, mettre toujours les neurologues dans la boucle. Je pense qu'on ne ferme pas un FOP chez un jeune avant d'avoir qu'il y ait des staffs neuro-cardio pouvoir décider de les fermer. Parce que pour le FOP, corrigez-moi si je me trompe, le message à retenir, c'est que la procédure est simple. Il faut d'abord, vu la fréquence des dissections carotidiennes, éliminer cette étiologie. Après, je pense qu'il faut confier de plus en plus ces patients pour la fermeture de FOP s'il y en a. Mais à Casablanca, il y a plusieurs structures privées qui font de la fermeture FOP. Merci beaucoup, Maha, pour cette explication. Donc, je pose une petite question. Quand tu as sur les REM des microbilines ou sur le scanner, il y a une indication d'anticoagulation. Une préférence ou bien il y a une